La primaire démocrate fait rage autour d'un thème. Qui sera le meilleur pour battre Trump? Communiquant de lui-même sur Twitter, nous avons mené l'enquête et voici les indices. Un Trump qui se mêle de tout, y compris de la campagne de ses adversaires démocrates, avec des palettes de surnoms qui sentent bon l'atmosphère de la cour de récréation, et un Sanders qui joue la carte du Trump de gauche, avec des supporters et un message clivant largement relayé sur les réseaux sociaux. Un Biden plus classique, mais qui mise sur des spots de negative campaign pour rendre plus percutant son message que certains disent un peu terne, et un Michael Bloomberg qui, avant et après son retrait au profit de Joe Biden, tente une com audacieuse avec par exemple un des mêmes sortes d'éléments repris et déclinés en ligne. Alors quid de cette modernité et de cette virulence inédite dans une campagne des primaires? Hashtag ira soumettre le résultat de cette enquête à Dick Howard, philosophe américain qui nous écoutera en live depuis New York. Mais d'abord, premier indice pour donner un peu le ton de cette primaire démocrate. I think you called me a liar on national TV. I think you called me a liar on national TV. Let's not do it right now. You want to have that discussion, we'll have that discussion. You called me, you told me. All right, let's not do it now. I don't want to get in the middle of it. I just want to say hi, Bernie. Yeah, good. Okay. Cet échange de fin de débat est devenu viral sur les réseaux sociaux, mais avec quelle diffusion et quel impact? C'est ce qu'on va voir de suite avec Véronique Reissoult de Dentsu Consulting. Véronique, bonjour. Bonjour. Alors, on a vu une vidéo virale d'empoignade démocrate. Mais alors, est-ce que ces démocrates arrivent à faire parler autant d'eux que Donald Trump avec ses tweets compulsifs? Plus qu'un long discours, regardons un graphique. Voilà. Il va parler tout seul. Ah, il va parler tout seul. Eh bien, voilà. Ah bah oui, alors effectivement, il parle très clairement. Donc là, c'est le non. volume des échanges qui interpellent ou qui citent le compte de M. Donald Trump, ainsi que la même chose pour M. Sanders et M. Biden. La question, elle est que, évidemment, c'est beaucoup plus fort pour Donald Trump quand même, parce qu'au-delà de la primaire, ça reste le président des États-Unis, ça reste une personnalité, c'est son lieu d'expression favori. Donc, de fait, il écrase tout le monde parce qu'il est en posture d'écraser tout le monde en termes de visibilité. Mais ce qui est intéressant, c'est l'inversement pour monsieur. Oui, entre Bernie Sanders effectivement et Joe Biden, on a des sondages qui sont dans un sens. Joe Biden est en tête et Bernie Sanders fait plus parler. Alors pourquoi? C'est un paradoxe où il y a une logique des réseaux sociaux qui nous échappe. Alors déjà, ça peut tordre le cou un peu de se dire que tout se passe en ligne sur une élection, que c'est si important les réseaux sociaux. Certes, c'est important, mais c'est important pour mobiliser, pour faire en sorte que les militants relèvent vos informations. Et en fait, ici, on voit bien que Bernie Sanders a une communauté très forte, très impliquée. Donc c'est pour ça qu'ils arrivent à faire parler d'eux, que les battles qu'il peut avoir avec ses adversaires ou avec M. Trump lui donnent de la visibilité aussi, alors que M. Biden est peu présent sur les réseaux sociaux. Ça ne l'empêche pas d'être bien placé dans les sondages, mais ce n'est pas le même mode de communication. C'est pas du tout le même mode de fonctionnement. Et c'est ce qu'on analysera, et d'ailleurs sur ces réseaux, parce qu'on sait que c'est très très important de mobiliser des supporters, notamment en ligne, et du coup vous avez fait un petit graphe comparatif avec Trump aussi. Voilà. Alors là, c'est votre communauté, c'est-à-dire les gens qui vous suivent. Alors, donc Trump reste en tête sur tous les médias, c'est ça, si je ne me trompe pas. Reste loin en tête avec 73,5 millions de followers, par exemple, sur Twitter. Mais le fait de suivre sur Twitter ne veut pas dire que vous adhérez. Ce ne sont pas forcément des gens de sa communauté. D'abord, de nouveau, parce que c'est le président des États-Unis. Et puis ensuite, il y a beaucoup de curieux. Il y a beaucoup de gens qui le suivent, tout simplement pour savoir ce qu'il va dire, pour regarder son expression sur Twitter. Donc, ça ne veut pas dire que ce sont des gens qui sont derrière lui. Oui, oui. Il est fort à parier que dans les 4,3 millions de M. Biden, c'est déjà plus des gens qui sont en adéquation des supporters. avec. Et puis on va dire qu'il y a un émiettement chez les démocrates qui se fédéreront peut-être dans la dernière ligne droite. Sur Facebook, c'est un peu différent parce que sur Facebook, il y a plus la notion de fan, même si là encore on peut suivre une activité sur Facebook. Aujourd'hui, c'est un peu évolué avec le temps, mais globalement, on est déjà plus dans une logique d'adéquation. Et puis Instagram, c'est un nouveau mode de communication par l'image. Donc là encore, vous pouvez très bien suivre un compte et ne pas du tout adhérer à ce qu'il y a. En tout cas, il y a une corrélation. Trump est en tête sur tous les tableaux, on va dire. Par contre, quand on regarde à l'intérieur, on voit que en fait, Bernie Sanders, il a plutôt des gens qui le suivent qui sont jeunes, qui sont engagés, qui sont dynamiques. Et ces gens jeunes et engagés, quand ils relaient des messages de M. Sanders, ils le relaient avec un commentaire. Donc ça donne beaucoup plus de portée quand vous relayez quelque chose sur Twitter. Si vous likez,
L'algorithme ne le reconnaît pas, donc ça ne donnera pas de visibilité. Ça fait plaisir à la personne qui a émis le message, mais ça ne donne pas de visibilité. Si vous relikez, retweetez, ça donne de la visibilité, mais si vous retweetez avec un commentaire, alors là, ça amplifie. C'est exponentiel. Donc, alors vous avez dit qu'on parle beaucoup de Donald Trump parce qu'il est président. Peut-être aussi parce qu'il se mêle sans cesse de cette campagne démocrate qui est dans l'actualité. Alors dans ces tweets, chacun a son petit nom. Pocahontas pour Elizabeth Warren, Mini Mike pour Michael Bloomberg. Bon, jusque-là, je pense qu'il n'y a pas trop besoin de traduction. Ou encore Sleepy Joe pour, Joe l'endormi, pour Joe Biden. Et Crazy Bernie, on va dire Bernie le fou pour Bernie Sanders, avec des commentaires parfois désobligeants, comme ici au lendemain du retrait de Michael Bloomberg. S'il avait renoncé plus tôt, Mini Mike aurait épargné ces millions qu'il met au service de Joe Biden pour sauver la face. Ce à quoi Bloomberg répond, toujours dans une ambiance cour de récréation. Your powers are weak, old man. You can't win, Darth. If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine. Voilà, c'est Star Wars, il répond en mode Star Wars et Trump répond à sa réponse en mode Star Wars toujours. Voilà, R c'est le président et puis l'ancien maire de New York, voilà, donc ça s'appelle des battles de tweets dans le jargon, c'est ça. Et alors, c'est comme ça que se fait la campagne maintenant. Alors, a priori, c'est comme ça, je ne sais pas si ça ne sera que ça, mais globalement, on en parlera, voilà, mais ça marche en tout cas. Ça fonctionne, les battles de tweets, ça plaît toujours, au même titre qu'un débat, ça plaît toujours, on aime bien les uns et les autres. Le débat et le match de catch, voilà. Voilà, s'invectiver. Après, il y en a qui ont plus ou moins de succès, là, vous pouvez constater que ça a eu pas mal de succès, avec 7,7 millions de vues, c'est pas mal. Vous en avez pris celle qui nous faisait rire. Voilà, il y en a d'autres qui sont assez fortes, mais il ne faut pas croire que celui qui attaque en premier est celui qui gagne forcément dans ces battles. Alors qui gagne généralement? C'est celui qui a le plus d'humour, qui tape le plus fort et qui sait être le plus pertinent en bon moment et de nouveau qui a la communauté la plus engagée. Donc par exemple, si on prend le tweet qui avait fait le plus réagir, c'était celui sur Mini Mike qui avait dégagé, voilà. Celui-ci, on a eu 179 400 interactions. Donc on se dit, tiens, ça a plutôt bien fonctionné. Mais derrière, vous avez Bloomberg qui avait réagi. Et lui, le fameux Mini Mike, a réussi à avoir plus de 260 000 interactions autour de sa réponse. Donc en fait, il a gagné dans la battle. Et il y a ça aussi qui joue dans la battle, c'est non seulement ça doit nous faire sourire, mais dans le fond, qui est le plus fort, qui arrive à le plus engager, qui arrive à... Que ce soit sur le critère de l'humour, en fait, voilà, ça devient un critère comme un autre pour les départager quand on est en mal de critères. Bon, merci Véronique pour cette visite un peu surréaliste peut-être. Alors on va retrouver Dick Howard, ça y est, qui est apparu dans l'écran, qui est là. Dick Howard, bonjour. Alors, vous nous suivez depuis New York, le pays où on se livre à des battles de tweets en mode Star Wars. Alors vous êtes politologue, philosophe et auteur de nombreux ouvrages. Les ombres de l'Amérique. Alors je voulais savoir ce que vous inspire l'attitude de Donald Trump, d'abord pour commencer par lui dans cette primaire. Ce qui est frappant en fait, c'est que Trump joue un peu justement au catch, si vous voulez. Et par ailleurs, dans sa jeunesse, entre guillemets, il a même fait du catch professionnel à un moment. Toujours est-il, il fait aussi du clown quand même. Et c'est assez frappant. Moi qui ai essayé de faire une analyse du parcours de la politique américaine depuis Kennedy jusqu'à Trump, je vois quand même, d'une part, une tendance vers un populisme où les partis politiques ne jouent plus leur rôle, d'une part, et d'autre part, avec ces primaires-là qu'on est en train de voir, il me semble que la montée de Biden nous dit que, tiens, les partis sont toujours là, ont toujours un rôle, peut-être plus le même rôle, certainement pas le rôle qu'ils jouent en France, mais qui fait le plus de catch, c'est ça. Mais alors on reviendra sur la primaire démocrate, mais pour terminer sur Trump, vous dites Trump il fait du catch ou il fait le clown. Sous-entendu, en fait, c'est drôle, il fait ça pourquoi et comment c'est perçu cette intervention comme ça du président qui devient presque le premier commentateur de la primaire démocrate? D'une certaine façon, si vous voulez, Trump cherche à se mêler de tout, mais d'un point de vue anti-élitiste. Si vous
dites qu'il est populiste ou il a une tendance populiste, c'est quoi au juste? Un des composants, c'est anti-élite. On s'attaque aux élites et donc jouer le bouffon, c'est quoi? C'est être comme tous les autres qui, eux aussi, d'une certaine manière, se déconsidèrent ou se sentent déconsidérés. Donc, ils deviennent la voix... Pas tous les autres politiques, mais tous les autres citoyens, d'accord. Exactement. C'est-à-dire, il prend la part des victimes, si vous voulez. Et c'est ça qui est très gênant, cette attitude anti-élitiste, parce que, comme on le voit actuellement avec l'histoire de coronavirus, il faudrait quand même qu'on fasse appel de temps à autre à des experts, à la science, etc. Je ne parle pas de questions de pollution climatique, etc., réchauffement. Okay. Oui, mais c'est amusant, en fait, c'est ça. Alors, en se grimant comme ça, avec ses petits surnoms ou en la jouant Star Wars, eh bien, il fait de l'anti-élitisme. Bon, Dick Howard, on va continuer à commenter le ton des démocrates avec nos invités. François Durper, historien spécialiste des États-Unis, bonjour, et Anne Toulouse, journaliste franco-américaine vivant aux États-Unis, mais pas avec nous aujourd'hui, vous en chair et en os. Alors, vous avez écrit il y a quelque temps un article pour le Nouvel Économiste sur les mèmes, alors mimes en anglais. Alors, c'est des nouveaux gadgets, des campagnes électorales américaines, dites-vous. Alors, ce sont les mèmes, je précise, ces petites images virales comme ça, qui circulent sur les réseaux sociaux et dont la base est de jouer sur l'imitation pour devenir virale. Alors là, on a l'impression que c'est un phénomène. On en voit ici de Bernie Sanders. Si, c'est lui là, avec sa perruque un peu à la cool. Ou alors à Joe Biden, qu'on voit ici dans une espèce de parodie un peu humoristique d'une image qu'il avait véhiculée pour montrer qu'il était cool. C'est le signe de quoi c'est même... un petit peu le côté électronique, disons, de l'affiche électorale. Mais tout le monde a fait du mime ou du mème sans le savoir pendant longtemps, parce que c'est tout ce qui passe sur Instagram, tout ce qui passe sur Twitter. Le grand champion des mèmes, en fait, c'est Donald Trump qui occupe sans arrêt l'espace cybernétique avec ses messages. Ce qui est intéressant, c'est que Michael Bloomberg l'a théorisé, c'est-à-dire que comme il fait toute chose, il a fait une campagne extrêmement professionnelle, et il s'est dit, il faut que je contrôle mes mèmes comme je contrôle le reste. Donc, il a loué les services parce qu'aux États-Unis, à chaque fois qu'il y a un phénomène, il y a une industrie qui s'infiltre dedans. Il a fait du mème à l'échelle industrielle. Alors, il a pris le plus grand fabricateur excusez-moi, il faut que je me mette au français, le plus grand fabricant de mèmes qui s'appelle Meme 2020, Meme 2020. Et qui lui a donc fait une série de messages qu'on envoyait sur Internet, et dont certains étaient totalement surréalistes. Il y en avait un notamment qui disait « J'ai mis des portières de Lamborghini à ma Cadillac Escalade ». Alors, si vous me dites quel est le message politique là-dedans, je serais incapable de vous le dire. Il paraît que ça marchait. Ouais, le but, c'est quoi? C'est d'être viral. En fait, ça marchait, c'était viral. Ouais. Alors, on parle en ce moment de coronavirus, mais viral, on dit viral, c'est comme si c'était... Et c'est vraiment, le mot est juste, parce que ça va infecter les gens de proche en proche. Mais c'est pas parce que vous regardez ça, par curiosité, que vous allez voter. Oui, vous vous dites, tiens, est-ce que Bernie Sanders, en hipster, il est pas mal Et vous avez aussi, alors vous avez les mèmes qui sont spontanés. Celui qui a eu le plus de succès pendant la campagne, c'était Pete Buttigieg, dont les supporters se mettent à danser en repoussant un plafond imaginaire pour montrer qu'ils peuvent aller toujours plus haut. Là, alors, on les voit tous, il y a un sens. On les voit tous. Mais ça, c'est quelque chose, c'est un jeu, c'est pas un message politique. Et d'ailleurs, on le voit bien, parce que celui qui sort du jeu et qui remporte, en fait, cette primaire jusqu'à présent, et qui est quand même très bien parti, c'est Joe Biden, qui est aussi anti-mème et même anti tout ce qu'on peut dire, puisque quand il parle d'un tourne-disque, par exemple. Alors, oui, d'accord. Entre le tourne-disque et il dit, vous parlez comme un tourne-disque rayé. Alors, vous voyez, il est loin. Donc, il est totalement hors du... Alors, attention, parce qu'on va pas... On fait l'émission pas à pas. Alors, vous êtes parti sur Joe Biden. C'est intéressant, effectivement, parce qu'il y a un paradoxe. Là aussi, des réseaux sociaux, je vais vous donner la parole, François Durper. Mais pour avancer, parce que vous avez dit, effectivement, Michael Bloomberg avait théorisé cette espèce d'omniprésence sur les réseaux sociaux. On a vu les mêmes. On voit un autre exemple avec un petit dessin qui raconte sa légende. There once was a boy with big dreams who lived in a small house. His family didn't have much, but they had a lot of love. The boy grew and grew,
Then one day, his father passed, and his mother went to work to support them. From there, he always remembered what his parents taught him. Work hard and treat people right. He started his own business from scratch and began working for causes he believed in. Then he became mayor. He united people and cleaned up New York City's air. And now, Mike Bloomberg is running for president, so he can help make America's story even better. I'm Mike Bloomberg, and I approve this message. Malgré ses postes créatifs à sa gloire, hein, c'est vrai que Michael Bloomberg a fait un des plus mauvais scores du Super Tuesday à tel point qu'il s'est retiré. Alors est-ce à dire que contrairement à ce qu'on pensait depuis Barack Obama, les réseaux sociaux ne jouent pas tant que ça? Vous avez l'air de dire que oui. Est-ce que vous êtes d'accord? François Durper, ce n'est pas l'alpha et l'oméga des campagnes américaines. Non, parce qu'il a dépensé beaucoup en stratégie virale. Il a dépensé la stratégie virale, ça veut dire sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, c'est un demi-milliard au total sur la campagne présidentielle. Pourquoi? Pour gagner les Samoa. Pour avoir 1 700 000 votants, si on rapporte à ce qu'il a dépensé, ça veut dire $250 l'électeur, ça fait très cher. Et en fait, il est retombé très rapidement de cette asymétrie financière avec les autres candidats et de ce côté un peu très spectaculaire de sa viralité au débat normal. Hein. Quand il était face aux candidats, certaines mauvaises langues ont dit il n'est pas plus charismatique si c'était un portefeuille qui était derrière son pupitre. Mais alors, la leçon sur les réseaux sociaux, c'est laquelle? C'est qu'il en a fait trop et que ça a énervé tout le monde? C'est que ça suffit pas? C'est qu'il n'a pas bien communiqué? C'est quoi la leçon là? C'est le contenu du message. Parce que, par exemple, ce que vous avez montré, là, ce dessin animé, c'est pas des enfants de 5 ans qui votent. Et d'ailleurs, on a remarqué que les jeunes votent très peu, ce qui explique le score moins bon qu'attendu de Bernie Sanders. Donc, c'est pas, je vais vous dire ça très brutalement, il ne faut pas prendre les électeurs pour des imbéciles. Et c'est pas parce que vous allez avoir des petits dessins marrants ou une campagne comme pour lancer viral, voilà, être viral, ça ne suffit pas. Derrière, il faut le produit et il faut surtout qu'il y ait de la chaleur humaine et qu'il y ait un appareil aussi, et un appareil politique. Il était tellement vu, quand on préparait l'émission, vous disiez on ne peut pas allumer une télé, aller sur Internet sans tomber sur un de ces spots. Il en a fait trop, ça a énervé les gens? J'habite dans un État qui votait, qui était très important, la Virginie. Et quand je regardais la télévision le soir pour regarder les news, je regardais ma télécommande à la main parce que je n'en pouvais plus de voir toutes les 30 secondes la tête de Michael Bloomberg répétant le même message qui était en gros tout ce que les autres n'arrivent pas à faire, je le ferai. C'était à part la guérison du rhume de cerveau. Trop de pub. Ah non, mais c'est une saturation. C'était une saturation. C'est trop. Vous avez évoqué Bernie Sanders. Alors Bernie Sanders, on l'a vu dans le petit extrait du début, il n'a pas hésité à prendre à partie certains de ses compétiteurs. Il a également sur Twitter interpellé assez violemment, par exemple, un Joe Biden en lui demandant s'il était du côté de Wall Street ou du côté des travailleurs. Et cette virulence, elle se retrouve aussi dans le ton de ses partisans. Il y a un petit montage qui a été fait, alors ça va très vite, on a traduit quelques tweets. Regardez, ça donne l'ambiance de ce qui se passe chez les partisans de Bernie Sanders. Ça allait très vite, hein, mais on a pu distinguer Warren est un serpent, Puck Pocahontas, hein, avec une petite contrepétrie. Enfin voilà, des choses dans ce goût-là. Alors là, ce ne sont pas les tweets de Sanders, hein, mais on a vu que ce sont ses partisans, mais on a vu qu'il était très virulent aussi. Il fait quoi? Il fait du Trump de gauche? Oui, Trump de gauche, dans le sens, pas évidemment sur le plan des idées, mais dans le sens d'abord de sa viralité. C'est le candidat si en fait les démocrates votaient en fonction des hashtags, ils voteraient pour Sanders, et il est bien devant Biden. Et puis aussi,
il suscite l'enthousiasme. Il y a un enthousiasme autour de lui, notamment chez les jeunes. Et puis aussi, il y a le côté anti-establishment. Ça veut dire, moi, je ne communique pas avec les médias traditionnels. Et puis, d'ailleurs, je ne fais pas partie de cet establishment. Exactement ce qu'a fait Trump il y a 4 ans. Exactement ce qu'a fait Trump. Donc, la virulence, c'est vrai qu'on voit là des tweets, des prises à partie comme ça, très virulentes de ses supporters. Le problème, c'est que les campagnes américaines ont toujours été violentes. Par exemple, au 19e siècle, après l'élection d'Andrew Jackson, ses adversaires ont quitté la ville tellement ils craignaient pour leur vie. Ah oui. C'est vous dire. Donc là, on a ouvert la boîte de Pandore, c'est-à-dire que n'importe qui pouvait proférer des paroles qui souvent d'ailleurs dépassaient sa pensée, le faisait devant un bar ou dans une assemblée quelconque. Là, l'espace est grand ouvert et puis ça appelle une réponse. Alors, en plus, là, c'est alimenté par le fait que les partisans de Bernie Sanders pensent à juste titre que l'appareil du parti lui barre la route. Ce qui est vrai, ce qui s'est passé 2 fois en 2016 et de façon objective. C'est ce qui nourrit leur virulence. C'est anti-establishment à l'intérieur des démocrates. La semaine avant le Super Tuesday, il y avait des tribunes dans toute la presse américaine, y compris dans le Wall Street Journal, parce qu'on allait aussi chez l'adversaire, disant mais l'adversaire c'est pas Trump, il faut barrer la route à Sanders parce que Sanders est une machine à perdre. Donc il y a eu une attaque en règle et un appel franc et massif à lui barrer la route. Donc vous imaginez la réaction qui se fait non pas dans les journaux mais sur donc c'est ça les réactions, ces réactions très virulentes. C'était avant, il y en a déjà eu avant, très passionné, mais là ça monte et ça ira ce sera de pire en pire. Ah, ce sera de pire en pire. Je crains, oui, je crains. Vous disiez les campagnes américaines ont toujours été virulentes, mais là ce qui est frappant, c'est que c'est à l'intérieur d'un camp. Alors là on est peut-être un peu naïf, mais nous on avait entendu parler des negative campaigns, de ces campagnes négatives, mais entre les républicains et les démocrates. Dans la dernière ligne droite. Là, on a l'impression qu'on en voit au stade de la primaire. On a 2 exemples. Alors, la première, c'est Bernie Sanders qui vise Joe Biden en dénonçant, ça commence par un tweet, son soutien apporté à la guerre en Irak et ça se décline dans une vidéo, là aussi pour les réseaux sociaux. Contrary to what some in my party might think, Iraq was a problem that had to be dealt with. Weapons of mass destruction. Weapons of mass destruction. Weapons of mass destruction. Weapons of mass destruction. We thought he had weapons of mass destruction. It turns out he didn't, but... I never believed what Cheney and Bush said about Iraq. I'm an Iraq veteran. I shipped to Iraq exactly 6 days after the war started. I support Bernie Sanders because he doesn't take money from the defense contractors. He hasn't been meeting with people to start the wars. He's been meeting with people to fight the wars. Voilà, donc un spot de Sanders pour critiquer Biden, qui lui-même attaque Sanders dans un clip diffusé sur Twitter. Do the parents of these children that have died, do they have any recourse against the gun manufacturer? Can the gun manufacturers be held accountable, and can there be any kind of consequences for the gun manufacturer? You don't make a gun magazine that can shoot 100 rounds for just everyday people. Veronica, you raise important issues. Again, I don't know that you hold a gun manufacturer responsible for what obviously a deranged person does. Voilà, le monsieur qu'on voit tout flou, eh bien, c'est bien Bernie Sanders qui refuse de mettre en cause l'industrie de l'armement, alors qu'ajoute Joe Biden dans un tweet, il s'en prend régulièrement aux grandes entreprises un peu partout dans le monde. Là, on voit bien un match, là aussi, c'est la battle de negative campaign sur les réseaux sociaux, à l'intérieur d'un camp entre 2 compétiteurs qui devront se rassembler. C'est du déjà vu, ça Oui, ce qui est nouveau, c'est le médium, c'est pas le message, parce qu'il y avait un spot publicitaire extrêmement célèbre de Lyndon Johnson où on voyait une petite fille effeuiller une marguerite au moment où il y avait un décompte nucléaire qui voulait dire si vous votez pour mon adversaire, vous allez avoir l'apocalypse nucléaire. Et vous à l'intérieur du même camp, déjà. Et si vous remontez, ce qui n'est pas si loin, à 1968, il y a eu des bagarres avec des morts devant la Convention démocrate. Oui, mais là, vous parlez de 68, mais moi, j'ai quelques souvenirs d'il y a 4 ans. Il me semblait que Hillary Clinton et Bernie Sanders avaient passé un accord pour limiter les negative campaigns. Il y a 12 ans entre Obama et Hillary Clinton. Il y a eu, alors déjà,
du temps d'Obama, il y avait les Obama Boys aussi qui étaient sur les... Je vais laisser François... Oui, c'est-à-dire que c'est vrai que ça se passe mieux quand, idéologiquement, il y a plus de proximité. Obama et Clinton, c'était quand même plus proche ensuite de Rabiboché, parce que là, la grande question, c'est de savoir est-ce que les voix de l'un vont pouvoir aller à l'autre. C'est toute la question vers qui se le pose. nom de l'autre. Et c'est vrai que, vous voyez, on comprend, là, on a la clé un petit peu de pourquoi, depuis 1912, il n'y a que 3 présidents qui n'ont pas été réélus, tous les autres ont été réélus. Vous voyez la réponse maintenant, sur le plan institutionnel, c'est très simple. Ça se déchire dans le camp adverse. Ça veut dire que quoi. quand vous avez 2 campagnes, c'est-à-dire le président a fait ses 8 ans, ben vous avez 2 primaires de chaque côté. Donc ça va, ça s'annule, c'est à somme nulle. Sauf que quand vous avez un président qui a fait ses 4 ans, ensuite vous avez la primaire que d'un côté, à quoi sert cette primaire? De boîte à idées pour le président. Parce que le président, il va cueillir le vainqueur et il va pouvoir dire Biden, bah oui, vous êtes comme ça. Sur l'Irak, vous avez dit ça, mais c'est pas moi qui le dis, c'est Sanders. Et puis s'il prend Sanders, il va dire sur les armes, vous êtes comme ça, c'est Biden qui l'a dit. Donc il va pouvoir aller piocher dans les critiques au sein du parti. Alors ce qui est intéressant, c'est que Joe Biden, eh bien, depuis qu'il est favori des sondages, il se met à diffuser sur les réseaux sociaux des spots et l'objectif, c'est de battre Trump qui devient la cible de Negative Campaign à son tour de la part de Joe Biden sur les réseaux sociaux. No modern president has profited this way during his time in office. Representatives of at least 22 foreign governments appear to have spent money at properties owned by the Trump Organization. Probably it'll cost me anywhere from $3 to $5 billion to be president. Release your tax returns or shut up. Ah, vous disiez qu'il ne savait pas ce que c'était un hashtag, mais en tout cas, il en fait des spots et des clips sur les réseaux sociaux. Comme M. Jourdain, c'est de la prose sans le savoir. Voilà, il fait des clips sans le savoir. Et on a l'impression qu'il enjambe la primaire pour déjà se projeter contre Donald Trump. François Durper, il est dans la même rhétorique là quand il est contre Donald Trump que contre Bernie Sanders. C'est plutôt la bonne stratégie, c'est d'aller chercher le candidat d'après. C'est toujours, quand vous avez un candidat qui gagne la primaire, c'est souvent le candidat qui a réussi à faire que les électeurs se disent c'est lui. Parce qu'on ne cherche pas le meilleur président, on cherche le meilleur candidat face au président en place. Battre l'autre. Vous disiez, Anne Toulouse, que Joe Biden, il ne savait pas faire campagne sur les réseaux sociaux, alors que certains, comme Michael Bloomberg, savaient faire et ils avaient été éliminés. Là, on voit qu'il a quand même une campagne très active sur les réseaux sociaux. Vous pensez que ça sert à quelque chose ou que ça ne sert à rien? À qui ça parle? Parce que ça sert aussi. Parce qu'on ne peut pas se passer des réseaux sociaux. Ça fait partie d'abord d'un outil de fundraising, de mobilisation. Cela dit, il a derrière lui tout l'appareil du parti. Et c'est ça, il est poussé par le parti et par les institutions qui feront ce qu'il faudra. Si il faudra qu'il y ait telle quantité de spots sur Internet, telle campagne. Mais la bonne vieille méthode, ça reste encore ce qu'on appelle le canvassing. Vous savez, d'aller faire du porte-à-porte et de ramasser les gens pour les faire voter. Parce que l'élection, elle est là. C'est les gens qui votent. On va aller les chercher par tous les moyens, par les moyens Internet, par les moyens classiques, et tout marchera un peu. Pour les démocrates, c'est la clé, c'est la mobilisation. Oui, donc on a beau faire le buzz sur les réseaux sociaux, la question c'est qui vote. Merci à tous les deux. Merci à Marie Lebon, Arthur Bamas et Laurent Ferré. Alors je signale, pour ceux qui veulent poursuivre sur un sujet totalement différent, ce livre de François Durper, Histoire mondiale du bonheur. Oui, on peut être heureux et être sur les réseaux sociaux. On se retrouve pour le débrief. Vous avez l'expression aux États-Unis, j'approuve ce message, comme si en fait le message ne venait pas du candidat lui-même, mais il approuve ce message. Après, il y a quand même une force redoutable sur les réseaux sociaux, c'est le ciblage et le fait d'aller parler à justement un électeur qui ne vote pas. C'est assez facile à suivre. Ce que je veux dire, c'est que chacun, avec les réseaux sociaux, vous pouvez savoir quel est le sujet qui préoccupe quelqu'un. Quel est du coup le type de message pour lui faire passer, aller lui parler là où il est. Donc en fait ça c'est sorti des sujets des battles, c'est un sujet d'un message presque personnel. C'est les datas qu'on fait sur c'est comme ça d'ailleurs qu'en partie que Trump a gagné l'élection, c'est avec un ciblage très fin.